Bonjour, chers bâtisseurs, ici Cédric. Aujourd'hui, jeudi, le 6 juin. Alors aujourd'hui, un live un mini peu différent des autres, en ce sens que ce sera essentiellement des réponses à des questions qui m'ont été posées. Donc c'est, je pense, la dernière vidéo de réponse aux questions. La semaine prochaine, on va revenir à d'autres éléments, d'autres thématiques. Alors, les 4 questions aujourd'hui auxquelles je vais répondre. La première, en fait, on va parler de partenariat. Donc, souvent, dans le monde du web marketing, du développement personnel, on parle d'aller chercher des partenaires, des affiliés. Donc, on va discuter de ça un petit peu aujourd'hui ensemble. Ensuite, on va parler de comment atteindre la bonne clientèle. Il y a différentes façons d'y arriver. Comment réussir à parler à nos bonnes personnes. Comment rendre mon activité rentable? On va en parler. C'est une question très intéressante parce que souvent, on se retrouve dès qu'on connaît une certaine croissance, et croyez-moi, j'en sais quelque chose, la rentabilité devient soudainement un enjeu qu'on n'avait pas auparavant. Alors, pardon, un petit peu chaud, c'est beau aujourd'hui. Alors, on va parler de rentabilité aussi et de comment faire pour s'assurer que nos activités soient rentables. Et enfin, dernière question, comment on peut améliorer nos services, les services qu'on offre à nos clients. Alors, c'est les 4, je croirais bien avoir le temps de faire les 4 questions aujourd'hui. Donc, les 4 questions qui sont là. Donc, les partenariats, un élément très, très important dans tout ce qui est hey, je me suis bien peigné, je sais. Mais attends, là, je vais le défaire. Ça, c'est mieux, hein? Haha, salut Bernard, salut Nancy. Alors, la première question, affiliation, partenariat, c'est une discussion intéressante. Bernard, tu vas aimer ça parce qu'on en a parlé quand même souvent et beaucoup. L'affiliation et les partenariats, c'est toujours une façon très gagnante. Hein? Vous voyez, même mes petites mèches blanches ici, vous voyez, je commence à être un peu mature. Alors, partenariat, souvent, quand on veut se lancer dans le monde du web, on entend parler de trouver des partenaires qui vont faire la promotion de nos produits, parce que c'est quoi un partenariat? En fait, c'est ça. C'est un partenaire qui a un certain niveau de présence sur le web, et en fonction de ça, on va pouvoir on va lui donner, en fait, lui peut nous envoyer du trafic, des clients potentiels. Si ces clients-là sont confirmés, alors on va lui donner un pourcentage de la vente effectuée. Donc, c'est la notion d'affiliation. On voit ça beaucoup dans le volet du web. Maintenant, quand on est, tout dépendant où on en est, si on a des business avancés, comme moi j'ai des clients qui ont des business très, très importants sur le web, il y a des gros partenariats en jeu, c'est un univers en soi, en fait, la gestion et l'analyse du partenariat avec de la stratégie derrière, de la bienveillance, donc un peu tout ça mélangé. Lorsqu'on est plus à nos débuts sur le web, souvent on rêve ou on se fait miroiter la possibilité d'aller chercher un gros partenaire qui va référer nos produits, puis ça va nous mettre ça va tout lancer, tout décoller dans nos produits, dans nos offensives, et soudainement, notre business va du jour au lendemain incroyable. Malheureusement, c'est très, 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 très rare que ça va arriver, à moins que votre frère soit sur le web et que vous décidiez, pour ceux qui ont une grosse business, et que là, vu que c'est votre frère, ben, vous l'aidez d'un coup, mais sinon, habituellement, il faut faire nos galons, il faut franchir les étapes une à la fois. C'est-à-dire que souvent, si on divise, j'ose pas dire la qualité, en fait, c'est pas la qualité de l'humain, là, comprenons-nous bien, mais la qualité, l'envergure de l'affilié qu'on vise. Disons qu'on essaie de diviser ça en blocs. Disons, bloc, bon, mettons le niveau 1, c'est des gens qui commencent sur le web avec très peu de contacts et de clients et d'audience. Niveau 2, un petit peu plus. Niveau 3, un peu plus. Niveau 4, un peu plus. Si je vous essaie de vous donner une règle rapide, de façon générale, on va être en mesure d'avoir beaucoup d'affiliés potentiels qui vont pouvoir faire la promotion de nos produits
parmi les gens qui sont environ au même niveau que nous dans leur business et peut-être un niveau plus avancé. Donc, habituellement, c'est les partenaires les plus faciles à aller chercher. Dès qu'on arrive des niveaux 2 plus haut que nous ou 3 plus haut que nous, ça devient un autre univers, une autre stratégie, une autre façon de s'y approcher. Et là, c'est beaucoup plus basé sur la relation, la connaissance, et c'est des choses qui se font à long terme. C'est pour ça que je dis souvent, et que j'ai dit à Bernard d'ailleurs tellement souvent, si on a un affilié, des affiliés d'envergure qu'on vise, avec qui on aimerait faire affaire, il faut prendre contact aujourd'hui, entretenir la relation et peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va pouvoir récolter. Mais c'est des éléments de longue haleine, alors que des affiliés, disons qu'on a une liste de 100 personnes dans notre audience, mais on va aller recruter des affiliés qui ont environ une centaine de personnes aussi, peut-être 300, 500. Et là, en faisant la promotion à travers ces gens-là, ben notre liste, notre audience qui était de 100 va augmenter de façon un peu plus accélérée que la norme, de par le fait qu'on bénéficie de l'audience des autres, et notre audience va passer de 100 à 400, disons, dans le cadre d'un lancement, dans le cadre d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, par exemple. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on construit lancement après lancement, qu'on commence à grandir, à prendre l'envergure et que, tranquillement, ben, on gravit, entre guillemets, les échelons pour devenir une entreprise de type niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des niveaux 4 à un moment donné qui vont vous donner un coup de main. Et à ce moment-là, on va plus parler peut-être des gens qui vont vous mentorer ou vous coacher ou vous donner un conseil, une idée, et tranquillement, on se fait connaître de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à attirer des partenaires. Et l'autre chose aussi, souvent, on a la fâcheuse habitude d'écrire à ces gens-là qui ont des listes importantes en leur demandant, en leur disant ah, « j'ai un bon produit, veux-tu en faire la promotion? » Ce qu'il faut réaliser, c'est que ces gens-là qui ont des grosses business, ils ont tout un calendrier de communication avec leur audience, c'est tout un univers. Et d'intégrer des choses comme ça, aléatoires, ça se fait pas simplement, c'est complexe. C'est la première chose. Et avant d'aller demander à ces partenaires-là de faire notre promotion, il faut plus les bonnes personnes qui vont bien s'en sortir dans le domaine de l'affiliation. C'est pas les personnes qui vont aller demander à ces gros partenaires-là de faire leur promotion. C'est des gens qui vont aller voir ces partenaires-là et qui plutôt vont au lieu de leur demander fais la promotion de mes choses, ils vont plutôt leur demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et c'est comme ça qu'on développe la relation et tranquillement, pas vite, ben, si en parallèle, on fait nos devoirs en termes de développement d'entreprise et tout ça, ben, ça peut mener éventuellement à des partenariats. Mais c'est des choses de longue haleine. Alors, ça, c'est le volet partenariat. Donc, comment réussir à aller chercher des partenaires? Et ce n'est pas facile. C'est des choses qui prennent du temps. Il faut toujours avoir le mindset, l'esprit de l'entrepreneur qui investit son temps, qui investit son argent, qui construit sur du moyen et du long terme, au détriment du trop court terme, qui va devenir un peu futile très souvent. Donc, c'est la première question du jour. Deuxième question, comment atteindre la bonne clientèle? En fait, la réponse la plus facile à donner à ce sujet-là aujourd'hui est la suivante. Dans Facebook, quand on fait de la publicité Facebook, la façon dont on peut aller chercher notre clientèle, c'est via l'outil de segmentation ou de génération d'audience, de ciblage d'audience qui est intégré dans l'outil de publicité de Facebook. Donc ça, c'est l'élément numéro 1 qu'on peut faire, c'est-à-dire que l'outil de publicité Facebook nous permet de cibler des hommes, des femmes de tel âge qui aiment tel genre de choses, qui aiment tel type de page Facebook, qui aiment discuter de tel sujet, qui sont des coachs, qui font tel métier ou tel autre métier. Donc, l'outil Facebook nous permet de cibler de façon de plus en plus précise les genres de personnes qui conviennent à notre audience, qui sont notre audience. Maintenant, avant de s'en aller vers ça, il faut faire nos devoirs. Il faut avoir défini c'est à qui on s'adresse. De quelle façon on doit s'y adresser. Parce que je peux avoir l'outil Facebook qui les identifie, qui les cible, mais ensuite, encore faut-il que l'annonce publicitaire que j'aurai faite, elle interpelle ces gens-là. Elle soit concrète pour eux, ce soit clair que ça s'adresse à eux,
et que les gens comprennent que wow, ça s'adresse à moi, cette personne-là a vraiment compris mon besoin parce qu'elle me parle de telle douleur ou de telle expression que j'utilise, donc je me reconnais, je vais cliquer sur la publicité. Mais si l'entrepreneur n'a pas fait ses devoirs avant de façon réfléchie, intelligente, ben, l'outil de segmentation va demeurer un outil vide parce que c'est un outil technique. Mais derrière, il doit avoir une réflexion stratégique. Il doit avoir un entrepreneur qui réfléchit comme un entrepreneur. Donc, il y a un grand élément qui provient aussi de la maîtrise de votre client de rêve, de votre avatar, de l'avoir bien documenté, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui le rend triste, qu'est-ce qui le rend heureux, etc. Donc, de bien être clair là-dessus. Une fois qu'on est clair là-dessus, ben, c'est d'utiliser tout ce qu'on a identifié dans ce document-là, dans notre avatar, de l'utiliser dans la façon dont on parle à nos clients potentiels, dont on leur parle via de la pub, dont on leur parle via des posts dans les médias sociaux, dont on leur parle dans des infolettres. Donc, si on a un avatar d'un côté, on sait à qui on parle, mais en bout de ligne, le matériel qu'on produit et qu'on met en ligne, ben, ne sont pas reliés, ça ne donne rien. Et le plus bel outil de segmentation au monde ne vous donnera rien parce que oui, vous allez être affiché devant votre audience, mais si votre message ne les interpelle pas, ça vient de mourir. Donc, c'est le volet comment atteindre la bonne clientèle. Donc oui, Facebook est un super bon outil. Il y a Google aussi qui peut aider. Il y a plein de trucs, mais je vous dirais, Facebook aujourd'hui est pas mal la norme. Mais après, il faut que vous ayez fait vos devoirs. Troisième question, donc ça c'est la question sur la bonne clientèle. Comment rendre mon activité rentable? En fait, la façon d'être rentable, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très compliqué. C'est compliqué parce que surtout quand on commence, tout dépendant où vous en êtes dans votre projet, la mesure de la rentabilité, l'identification des marges bénéficiaires sur vos différents produits, ben, est peut-être pas tout à fait mature ou peut-être très avancée, tout dépendant où vous en êtes. Mais habituellement, quand on commence, on n'est pas très évolué là-dessus parce que on a tellement de choses à s'occuper en même temps. Et plus on grandit, on a des équipes autour de nous, plus on va être en mesure d'organiser certains trucs, certains processus, certaines méthodes de travail et certains aspects comptables, dont la marge bénéficiaire. C'est-à-dire, voici la marge bénéficiaire étant, voici le prix auquel je vends mon produit, voici les dépenses que je dois faire pour le vendre ou pour le créer, voici l'argent qui me reste. Ensuite, donc disons, prenons un exemple, là. Disons un produit qui est vendu 100 $ pour lequel j'ai 50 $ que je dois dépenser pour créer tel truc, tel truc, tel truc. Donc 100 moins 50, il me reste 50 de marge. À ça, il faut tenir compte de l'impôt. Donc, disons le taux d'imposition, disons un taux d'imposition de 30%, ça veut dire, 50-60%, ça fait 15 $, donc ça fait 35. Donc, il reste 35 de marge bénéficiaire. Donc, ça, c'est la marge. Ensuite, si vous avez des frais fixes, on vient les enlever, les pondérer. Donc, c'est un peu complexe. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans aujourd'hui. C'est pas le but. Mais c'est de voir, c'est de cette façon-là qu'on peut identifier comment est notre structure d'efficacité, de performance de notre produit. C'est comme ça qu'on peut la créer et l'identifier. Ensuite, comment rendre notre activité rentable? Ben là, la façon d'y arriver, c'est d'ajuster soit le prix, soit les coûts en dessous pour les améliorer. Donc, soit on monte le prix, soit on diminue les coûts, on va chercher de l'optimisation pour s'assurer que ça nous coûte moins cher sur telle chose, tel élément, tel élément. Et c'est de cette façon-là qu'on améliore la rentabilité. Et pour améliorer la rentabilité, il faut être en maîtrise de notre structure de coûts, autant de profits que de ventes, que de dépenses. Donc, quand on maîtrise ça, donc pour améliorer la rentabilité, il faut maîtriser ça. Quand on le maîtrise, on identifie où sont les éléments qui nous apparaissent les plus critiques, les plus criants, les plus impactants sur la rentabilité. Si on dit hey, telle chose me coûte vraiment trop cher, si je pouvais réduire au moins ça, ça m'aiderait déjà beaucoup. Donc, on travaille là-dessus, on optimise ça et la rentabilité est améliorée. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut travailler. Et par moment, la réponse va être d'augmenter les prix parce que souvent, ce qu'on va voir surtout dans les formations en ligne, c'est que les gens identifient des prix, mais ils ne réalisent pas toutes les dépenses qu'il y a derrière. Et on a beau vendre 10 formations à 200 $, je dis n'importe quoi,
en bout de ligne, on investit en marketing, on investit sur un site web, on investit ici, on investit là, et on réalise pas qu'on est finalement, on n'est pas tant rentable que ça. Parce qu'on veut tellement faire plaisir, on veut tellement en plus donner des choses, donner de la valeur, donner de notre temps. Et souvent, ce qu'on va oublier aussi dans la mesure de notre rentabilité, c'est d'évaluer le temps qu'on met. Donc, moi, c'était une erreur que j'ai faite jusqu'à tout récemment. Je me dis, ben moi, mon temps, je ne vais pas le compter. Et en bout de ligne, ça fait que tu n'en viens qu'à travailler pour une certaine rentabilité, mais pas tellement efficace, pas tellement pertinente. Et tu réalises que tu as beau connaître un beau succès, en bout de ligne, tu demeures encore en train de toujours vérifier, gratter les fonds de tiroir, acheter des choses. Donc, c'est vraiment important de bien mesurer la rentabilité des choses, la performance de nos produits. Donc, c'est comme ça qu'on peut améliorer la rentabilité ou comment la rendre rentable. On ne peut la rendre rentable tant et aussi longtemps qu'on ne connaît pas la structure de coût et les éléments, les principaux qui nous grugent, qui nous coûtent le plus cher finalement. Dernière question, comment améliorer mes services? Comment améliorer mes services? En fait, il y a plusieurs façons de le faire. De façon générale, les clients, c'est les meilleures personnes pour nous dire quoi améliorer. Donc, je suis toujours un fan, c'est indéniable, d'aller chercher du feedback. Donc, si vous avez une audience, vous avez des clients, demandez-leur leur opinion, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce qu'ils feraient de mieux, qu'est-ce qu'ils feraient de façon différente. Donc, on regarde ce qui revient plus et surtout, on n'essaie pas de régler tout. On n'essaie pas non plus de plaire à tout le monde. On regarde ce qui est le plus populaire. On n'essaie pas de répondre aussi aux besoins de celui qui crie le plus fort, parce que souvent, ça va être ça, mais celui qui crie le plus fort, s'il ne représente pas l'opinion de tout le reste des gens, vous aidez-lui pour qu'il arrête de crier, mais en bout de ligne, les insatisfactions de ceux qui sont tranquilles, mais qui en parlent peu, vous les aidez pas. Donc, ce dont il faut être conscient, c'est de s'assurer d'avoir un certain échantillonnage pour dire voici les principaux irritants. Je vais travailler là-dessus et par défaut, par la conséquence même, mais ça va améliorer la qualité de nos services, de ce qu'on propose. Mais aussi, avant de trop vouloir améliorer nos services, il faut s'assurer d'être rentable et d'avoir une business qui est en ligne. Parce que là, souvent, on se dit ah, ça ne vend pas comme je veux, ça ne vend pas comme je veux, je vais améliorer mon produit. Oui et non. Parce que faut arrêter de vouloir donner. Trop tout faire pour le client. Il faut faire nos devoirs en termes de marketing et de business avant de vouloir rajouter, donner plus de services, être meilleur. Oui, c'est important d'être dans cette conscience-là, mais fondamentalement, ce qu'il faut aussi, c'est de ne pas oublier de donner, pardon, non, j'ai perdu mon idée. C'est ma maman qui est venue me voir. Bon, j'ai perdu mon idée. Pas grave, ça va revenir. Alors, voilà. Je vais arrêter là-dessus. C'était ma 4e question. Là, je vois une question de Bernard. Dans ton courriel, tu disais qu'il faut donner beaucoup. Tu disais peut-être pas. Peux-tu revenir? Oui, je peux revenir à ce sujet, Bernard. Puis j'en ai parlé beaucoup dans mon live de jeudi dernier. Si tu veux voir, là, j'en ai parlé quand même en long et en large, mais juste pour revenir rapidement, parce que j'avais eu la question à l'effet que quand on veut se promouvoir sur le web et se lancer en affaires sur le web, il faut donner de la valeur, donner des enseignements, comme je suis en train de faire, par exemple. Oui, il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas se concentrer non plus qu'à donner. C'est important de donner, mais il faut garder un ratio dans notre tête de 80% de ce qu'on fait. Nancy, je vais revenir parce que je ne suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis, mais je vais m'expliquer. Donc, c'est important de donner. Mais moi, j'ai toujours en tête un ratio. 80% de ce qu'on fait, on donne. 20% de ce qu'on fait, on le vend. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas personne qui peut se dire « Ah, il veut juste vendre, il veut juste faire de l'argent, il veut juste ta. » Ben non, parce que 80% de ce que je fais, je le donne. Il y a 20% que je vends parce que je suis en affaires, je suis un entrepreneur. Donc, en gros, c'est important de donner. Puis à un moment donné aussi, il faut arrêter de donner puis s'assurer de vendre.
surtout quand on a de la misère à se lancer puis à partir, puis à générer du revenu. Mais il faut donner, il faut être là, il faut être présent. Pour moi, 80% de ce qui est fait doit être dans le don. Donc voilà. Et ensuite, Nancy, je suis pas d'accord. Ce que Nancy dit, c'est si on donne tout, on n'a plus rien à offrir, entre guillemets. Là-dessus, je suis pas d'accord en ce sens que quand on donne de l'information, des enseignements, il faut pas craindre de tout donner et que les gens vont partir avec nos affaires puis vont faire des miracles avec ça. On donne, on crée un capital de sympathie et c'est pas vrai qu'on n'a plus rien parce que quand on accompagne les gens, ben on est beaucoup plus présent au quotidien pour les aider dans une structure, dans une méthode. Alors que quand on donne du contenu, ben là, ça va être un peu plus, entre guillemets, éparpillé. C'est-à-dire qu'une journée, on va parler d'un sujet, le lendemain d'un autre, mais ils sont peut-être pas reliés du tout, ou peut-être que pendant une semaine, on va parler de 2 thèmes similaires, mais après ça, on va aller vers d'autres choses qui sont pas dans un ordre logique de chronologie qu'on va respecter lorsqu'on va délivrer un service ou un accompagnement, par exemple. Donc, on va donner de l'information, mais un peu plus pêle-mêle, moins organisé, moins structuré, mais tout est là. Et quelqu'un qui décide qui voudrait, comme moi, quelqu'un qui suit mes conseils et qui veut mettre en place sans jamais travailler avec nous, avec ce que je donne dans mes lives, il peut le faire. Il s'agit qu'il se mette, qu'il investisse de son temps et qu'il passe au travers des lives et qu'il recrée la structure à travers ce que je dis. Souvent, j'essaie d'être le plus structuré possible et le plus clair possible, mais il y a tellement de choses qu'on fait, tellement d'éléments, et les gens ne sont pas dans tous les lives, et moi, je n'ai pas toujours une cohérence dans ma chronologie de live parce que je vais aussi parler avec ce qui m'inspire aujourd'hui, ce que je sens, ce dont j'ai le goût de parler. Je vais souvent aussi y aller avec le moment présent par rapport à ça. Fait que ça devient un peu, des fois, plus chaotique, mais quelqu'un qui veut le faire, peut le faire et le mettre en place. Évidemment, il n'y aura pas le petit plus associé au fait que, bon, ben, moi, j'ai une certaine expérience dans ce domaine-là ou que vous avez une certaine expérience dans votre domaine et que vous ne pouvez pas le coacher, l'accompagner parce que vous n'êtes pas là. Mais, faut pas trop être craindre de trop donner et de tout donner. Parce qu'en bout de ligne, très rares sont les gens qui vont aller piger partout dans ce que vous faites et réussir à mettre en place et à copier, parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Puis moi, je suis plus dans un mindset de je donne, j'y vais au feeling de ce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ou ont le goût d'entendre ou ont le goût d'apprendre. Et après, s'il y en a qui le font sans moi, c'est all good. Je suis bien avec ça, je suis en paix avec ça, puis ça va juste, peu importe qu'ils le fassent sans moi, ils vont se rappeler que c'est moi, puis ils vont se rappeler que je leur aurais donné des bons conseils, puis ils vont avoir juste des bons mots sur moi, d'une certaine façon. Alors, c'est plus un peu comme ça que je le vois. Ensuite, ouais, on donne sans approfondir, oui et non. Des fois, ça peut arriver qu'à un moment donné, je vais faire un live, puis je vais approfondir bien directement, mais ça va être un live parmi plein d'autres. Donc, si la personne n'était pas là cette semaine-là, si elle n'a pas suivi, ça devient difficile de faire Puis c'est pas que je le fais pour mélanger les gens, bien au contraire. Mais c'est qu'à un moment donné, même moi, je n'ai pas toujours la parfaite structure quand je fais mes lives, pas toujours, tu sais, je vais y aller avec le feeling du moment. Donc oui, on peut approfondir. Des fois, on va approfondir, des fois, on le fera pas. Ça va dépendre. Quand on fait un webinaire de vente, c'est un peu différent. Là, on va pouvoir donner sans trop approfondir, tout en approfondissant un peu. C'est un art en soi, là, qu'à un moment donné, on pourrait s'expliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas approfondir. C'est juste qu'en bout de ligne, dans des vidéos que vous allez faire, vous pourrez jamais faire donner la même valeur que si vous êtes avec la personne en traitement avec elle ou en service avec elle, parce que vous avez le feeling, le feedback, la discussion, là où ça nous amène la discussion, de quelle façon on navigue là-dedans de par notre expertise et notre expérience. Donc, moi, je me casse vraiment pas la tête quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, sans cachette. Si j'ai le goût d'approfondir, je vais approfondir jusqu'à super creux, ça me dérange pas. Je vais le faire. Puis, c'est comme ça que je suis bien. Je suis pas toujours en train de me surveiller, avoir peur de ci, de ça. Moi, je donne. Je fais donne tout ce que j'ai pour être le plus pertinent possible. Puis ensuite, je fais confiance pour le reste, tout simplement. Alors, voilà. Là-dessus, merci de votre présence. À bientôt. S'il y a quoi que ce soit, continuez de me poser vos questions. Et on se revoit la semaine prochaine. Bon week-end. Bye bye.